Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour la suite des conférences sur l'espace santé à disposition pour nous. Donc on va prolonger un peu le débat qu'il y a eu juste avant avec une thématique qui est chère, qui est quelles pratiques en fait de terrain sont mises en place pour les professionnels de santé, pratiques concrètes. Et je remercie le docteur Amiel d'être parmi nous, donc co-conceptrice du Centre Prévention et Travail à la Fondation Foch. Je vous laisserai vous présenter. Hôpital Foch, pardon, excusez-moi. Marion Sinali, qui est directrice générale de la Fondation des hôpitaux. J'ai switché. Le professeur Pradier, que je remercie d'être là, qui est de l'Université Côte d'Azur et qui a ouvert un service spécifique pour les soignants au centre hospitalier de Nice. Et puis notre célèbre présidente de la SPS, Madame Cornibert. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter, dire un peu la spécificité de vos pratiques. Et puis après, on ira effectivement exposer, si vous voulez bien, une pratique que vous mettez en place, des choses que vous faites sur le terrain pour que nos soignants aillent mieux, que nous allions mieux. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Carline Amiel, je suis médecin du travail de formation et donc aujourd'hui je suis chef d'un département travail et santé qui réunit le service de santé au travail de l'hôpital Foch et le centre prévention et travail qui est un centre complètement pionnier et innovant que nous avons conçu avec Sabrine Berada qui est directrice et que je félicite encore aujourd'hui puisque aujourd'hui on peut nous dire joyeux anniversaire, nous fêtons nos 2 ans. Merci. Donc voilà, je vous expliquerai plus en détail. Ce centre, en fait, a l'objectif de s'occuper exclusivement des salariés et des étudiants de l'établissement. Et on a aussi un gros focus sur les étudiants parce que c'est important aujourd'hui d'axer ce côté prévention. Et l'objectif, c'est que cette culture de la prévention rentre dans le quotidien de tous les professionnels de santé pour qu'ils prennent soin d'eux aujourd'hui. Donc en gros, le mantra, ce serait vous prenez soin des autres, c'est très bien, mais en priorité, prenez soin de vous. Merci. Alors bonjour, Marion Sinali, donc je suis directrice générale de la Fondation des hôpitaux. La Fondation des hôpitaux, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais normalement dans l'écosystème santé ça parle. Sinon c'est la fondation qui porte l'opération Piège jaune. Là je pense que ça doit parler à beaucoup plus de monde. Depuis la crise Covid, la Fondation des hôpitaux s'est attachée à pouvoir améliorer le quotidien des soignants puisque la fondation initialement avait été créée pour améliorer le quotidien des patients. Et donc, depuis le Covid, on s'est lancé dans une action autour des soignants grâce à des mécènes, parce qu'on a des financements uniquement privés sur la base de la générosité du public ou des mécénats. Et c'est donc ainsi qu'on a créé le programme Espace Soignant. Et donc, on a créé financé, c'est pas nous qui avons créé, ce sont les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, plus de 650 espaces soignants. Donc, vraiment des bulles de soins et de ressources dédiées aux soignants au sens large, c'est-à-dire à tous les professionnels qui exercent en établissement. Ce sont des projets qui sont co-construits évidemment par les équipes au sein des établissements, par les directions générales, etc. On a un mécène principal qui nous soutient et on vient de lancer le nouvel appel à projet pour 2025 hier, donc voilà, qui est ouvert 2 mois, n'hésitez pas. Et puis dans le cadre de cet engagement que l'on porte, on a également créé cette année avec la Fondation MNH le prix Santé des soignants pour pouvoir mettre en valeur des initiatives qui sont portées notamment par des collectifs pour la santé de leurs pairs. Et donc on souhaite pouvoir continuer à soutenir. Merci. Bonjour, moi c'est Christian Pradier, donc moi je suis médecin, je suis professeur de santé publique à l'Université Côte d'Azur et je dirige le département de santé publique qui est situé au CHU de Nice. Donc une des grandes activités du service, c'est de développer des actions de promotion de la santé. Et c'est dans cette optique-là qu'on a été amené à créer cette année, mais après plusieurs années d'action que j'évoquerai peut-être tout à l'heure, une unité de promotion de la santé des professionnels de santé, donc qui est dédiée à des actions de promotion de la santé, donc de déclinaison, si vous voulez, du concept de promotion de la santé que ça s'applique pour la population générale, mais dans le contexte spécifique de la santé, avec 2 dimensions, et je l'expliquerai plus tard. Donc les éléments, c'est comme ça a été très bien dit dans le débat précédent, il y a une volonté d'agir en amont des problèmes, c'est-à-dire
pourquoi attendre que les gens soient malades au fond du trou, on pourrait dire, pour commencer à agir? Non, il faut agir avant que les problèmes ne surviennent. Donc, il faut agir sur l'environnement, et ça, c'est une des dimensions de la promotion de la santé. Et la deuxième dimension qui est très importante, c'est qu'il faut donner la parole aux soignants, aux agents. Donc, on n'est pas simplement là, au niveau de la hiérarchie, en train de dire « je vais mettre en place tel ou tel type de dispositifs qui vont être très bien pour les agents ». Il faut leur demander leur avis sur ces questions-là. Et comme vous le verrez, ils ont beaucoup d'idées. C'est toujours très intelligent, c'est toujours très adapté et c'est très concret. Et voilà. Donc, j'en donnerai des exemples tout à l'heure si on a le temps. Merci beaucoup. Catherine? Oui, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis directrice générale de l'association SPS, Soins professionnels de la santé. Alors moi aussi, on a un anniversaire puisqu'on a 10 ans. Et je profite pour lancer un petit appel à Eric Henry qui est en train de prendre une photo, qui est cofondateur avec moi de l'association. Donc 10 ans pour s'occuper de la santé des soignants avec 2 grandes missions. Déjà, c'est accompagner psychologiquement avec un dispositif qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence. Et la deuxième mission, c'est prévention avec un certain nombre d'ateliers qui proposent à la fois la gestion du stress, de la mode de vie, communication, management. Et c'est effectivement à peu près 100 000 professionnels de santé qui ont été sensibilisés, en tout cas à l'association et au service de l'association. Donc l'objectif, c'est vraiment de continuer à les accompagner. Quand on parle professionnels de la santé, c'est les soignants, c'est les paramédicaux, c'est aussi les administratifs, les personnes dans le médico-social, y compris aussi les personnes vétérinaires. Donc c'est tout type de professionnel qui a un contact avec un patient pour améliorer la qualité de vie. Et notre raison d'être, c'est préserver la santé des soignants pour améliorer la vie de tous, puisqu'un soignant qui va bien, c'est aussi nous qui allons mieux. Et s'il n'y a plus de soignants demain, qui nous soignera? C'est ça, bien sûr. Merci. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très alléchant tout ça. Donc maintenant que nous avons fait les présentations succinctes, je vais vous demander de choisir parmi tout ce que vous mettez en place, de nous présenter une initiative ou une expérience qui a un effet positif sur la santé des soignants et de nous relater quelle mise en place, quelle mise en action vous faites. Et après, on ira peut-être sur des points spécifiques, mais voilà, de dire dans tout ce que vous mettez en place à destination des soignants, qu'est-ce qui est pour vous le plus singulier comme expérience? Alors, elle est difficile, votre question, mais je vais essayer de synthétiser. Le Centre Prévention et Travail de l'hôpital Foch, c'est 3 dimensions. Des consultations de prévention, des ateliers qui sont ludiques et pratiques, et enfin une collaboration avec la DRCI, qui est la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation, pour bien évidemment faire la promotion de tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on peut trouver. À mon sens, aujourd'hui, ce qui est important, ce sont les consultations de dépistage. Donc, on a une dizaine de professionnels de santé qui travaillent aujourd'hui dans ce centre, qui sont exclusivement dédiés au centre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corrélation. Ce ne sont pas des professionnels que vous allez retrouver en tant que collègues de travail. Par exemple, je vous prends une sage-femme, vous devez faire votre frottis. Et bien, vous savez que la sage-femme qui vous recevra, vous ne la croiserez pas dans les couloirs de l'hôpital parce que ce n'est pas votre collègue. La deuxième chose importante, c'est l'anonymisation des données de santé. Aujourd'hui, on a eu une attention particulière, et Sabrine, ça a été son fer de lance, de dire ces données de santé sont préservées et on ne doit pas les consulter dans l'hôpital. On sait qu'aujourd'hui, on a une grosse problématique de consultation. Il y a certains s'amusent à aller regarder de manière indiscrète les données de santé des autres. Ça ne se fait pas, c'est personnel. Donc, toutes les données de santé des salariés qui consultent au centre sont préservées. Et enfin, la grosse particularité, donc hormis le côté zéro reste à charge, qui est aussi quelque chose d'important, c'est le fait que vous pouvez venir en consultation sur le temps de travail. Et aujourd'hui, cette attention est importante. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a occupé le terrain. Sabrine a beaucoup occupé le terrain pendant le Covid, de jour, de nuit. On a fait des actions de prévention ensemble, et ce sont grâce à ces actions de prévention et surtout en discutant avec les professionnels de santé qu'on s'est rendu compte qu'ils ne prenaient pas soin d'eux. Elle a un exemple typique de salariés qui travaillent sur l'informatique de manière importante, qui ont des problèmes visuels, qui ont une ordonnance pour faire un renouvellement de lunettes et en fait, ils n'ont pas le temps d'y aller. Et quand vous les interrogez, vous leur dites « mais c'est très bien, vous vous dévouez corps et âme à vos patients. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous ?» Il y a toujours une excuse. Le trajet, domicile, établissement, la famille, les enfants, on est aidant des fois de ses parents, donc on n'a pas le temps.
Et en fait, toutes ces problématiques cumulées font que le rendez-vous gynéco, vous allez le décaler, le frottis, vous n'allez pas le faire, le renouvellement des lunettes, vous ne le ferez pas parce que vous ne vous priorisez pas. Donc le fait que ces consultations aient lieu sur le temps de travail, c'était important de pouvoir le valoriser. Et oui, on a trouvé des choses aujourd'hui en gynécologie. Vous trouvez des prélèvements qui sont positifs, facteurs de risque de cancer au niveau du col de l'utérus. On a une consultation prévention du risque cardiovasculaire. C'est quand même aujourd'hui la première cause de mortalité chez la femme. On a plus de 80 soignants qui sont une population féminine aujourd'hui à l'hôpital. Et on trouve des choses, on trouve des troubles du rythme, des hypertensions artérielles. Le premier jour de l'ouverture du centre, malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend de quel côté on se place, on a diagnostiqué un cancer cutané, donc un mélanome qui en 6 mois vous foudroie et il n'y a plus personne. Et cette professionnelle aujourd'hui nous remercie. D'ailleurs la semaine prochaine elle passe sur le magazine de la santé sur France 5 où elle met en avant son retour d'expérience en disant oui, aujourd'hui la prévention c'est important. Il faut que cette culture de la prévention on se l'approprie. Et surtout, venir en amont, comme vous le disiez, la prévention primaire, c'est essentiel. On a du mal à la mettre en application. Mais il faut qu'on change radicalement de paradigme en se disant que cette prévention, c'est au quotidien, c'est inclusif. Il faut une proximité avec les professionnels de santé. Il faut que ce soit adapté à leur environnement de travail. Il faut que les politiques de dépistage et de prévention aujourd'hui soient accessibles à tous et de manière simple. Merci beaucoup. Alors, c'est pas nous qui réalisons les projets dans les espaces soignants, ce sont les hôpitaux. En revanche, peut-être pour répondre à votre question, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une mesure d'impact. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on finance des espaces de repos, de bien-être, on nous dit oui, c'est pas de ça dont ont besoin les soignants. Il y a des sujets plus importants, il y a la rémunération, etc. Et donc, on a réalisé l'année dernière, on a fait réaliser par l'agence phare une mesure d'impact sociaux par rapport à ces espaces soignants. Donc, l'année dernière, quand on a réalisé, on était à peu près à 300 espaces soignants financés et on a réussi à pouvoir toucher plus de 270 établissements qui ont répondu à cette mesure avec plus de 700 professionnels qui ont également répondu. Donc, ce sont des résultats quand même assez forts et l'idée, c'était bien d'objectiver les usages et éventuellement de réadapter, nous, notre appel à projet s'il n'était pas satisfaisant. Il en est ressorti 3 impacts. Le premier, c'est qu'effectivement, ces espaces soignants permettent de réintroduire un moment de pause dans la journée pour les soignants, soit parce qu'il y a effectivement une réinterrogation par l'ensemble de la chaîne managériale de l'établissement, de pouvoir se dire il faut qu'on réorganise le travail. Et donc, il faut qu'on autorise ces pauses durant le travail. Donc, il y a eu cette réappropriation des moments de pause. Il y a eu également un autre impact, c'était de se dire on a enfin un vrai moment de répit. C'est-à-dire que c'était un espace, on en a reconstitué un sur notre stand, si vous voulez aller voir, mais c'est un espace beau qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut croiser à l'hôpital dans les salles de pause. Et c'est un espace qui est dédié à ces professionnels, donc il n'y a pas je ne sais pas qui va venir chauffer son plat pendant qu'il y a le médecin qui passe les transmissions à l'infirmière. Là, c'est vraiment un espace qui leur est dédié, donc une vraie notion de répit. Et puis, dans ces espaces, il y a aussi des activités de bien-être, de massage, de sophrologie, de yoga, etc. Et donc ça a aussi permis aux soignants, ce qu'ils nous ont déclaré, c'est de pouvoir se réinterroger sur justement ces notions de bien-être et peut-être un peu de prévention en santé aussi. Et de se dire qu'effectivement, il était peut-être nécessaire de faire attention à soi. Alors, on n'est pas du tout dans le cadre de consultation, etc., mais juste de se réinterroger sur comment je vais. Donc ça, c'était le premier impact. Le second impact, c'est en fait la resocialisation des soignants entre eux. C'est-à-dire, on se parle alors qu'on n'est pas du même service. On peut peut-être échanger sur des situations qui sont compliquées. On s'aide. On s'alerte aussi mutuellement sur « Ah, je trouve qu'il ne va pas bien », etc. Il y a une soignante, et je trouve que le témoignage était fort, qui nous a dit « Enfin, on a un endroit où aller pleurer. On n'est plus obligé d'aller pleurer dans les toilettes. » Voilà, l'espace soignant, ça sert aussi à ça. Et puis aussi à une notion un peu de médiation, même si ça ne remplace pas toutes ces démarches RH. Mais quand il y a des conflits entre 2 soignants, ça peut permettre aussi un peu de poser le jeu, de se parler dans un autre cadre et de trouver des solutions. Et le dernier point, c'est l'attractivité par rapport à l'établissement, l'attractivité des salariés qui sont déjà en poste avec
une fidélisation. Et puis le fait de se dire, si la direction, elle a fait ce projet-là, c'est que quand même, elle fait attention à mes conditions de travail. Et puis une attractivité pour les nouveaux qu'on veut recruter en se disant, vous voyez, on a mis ça en place, donc peut-être que c'est positif. Voilà, donc en fait, pour nous, cette mesure d'impact, ça a été quand même la concrétisation que ce qu'on avait pressenti et ce qu'on avait mis en œuvre, ça sert quand même à quelque chose. Merci Marion, merci beaucoup. À vous. Alors, pour être très opérationnel, si vous voulez, donc, je vous témoigne de ce qu'on a fait nous au CHU de Nice. Donc, il y a une dizaine d'années, on a mis en place un groupe qu'on appelait le groupe Promotion de la santé au travail, qui est composé d'agents de toutes les catégories. Donc, c'est vraiment du technicien, aide-soignant, infirmière, secrétaire, directeur, médecin, etc. Donc, il y a vraiment toutes les catégories sont représentées. Et c'est un groupe qui se réunit à peu près 3 à 4 fois par an, et dans lequel la parole est complètement libre. Donc c'est très important ça, que les gens ne sont pas là à attendre qu'on leur donne la parole. En fait, ils peuvent vraiment prendre la parole et du coup proposer toutes sortes d'actions qu'ils pensent importantes à mettre en œuvre. Et donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez ce que ça donne. Donc une des premières actions qui a été faite, ça a été de dire, en fait, on a des collègues qui ont des talents incroyables, mais personne ne le sait. Alors, il faudrait mettre en valeur les talents. Alors, on nous envoyait des mails en disant, tel agent, c'est une musicienne accomplie, compositeur, interprète. Donc, on l'a rencontré, et effectivement, c'est quelqu'un qui était incroyable. Il y a des écrivains, enfin, vous savez probablement, en fait, qu'on est entouré de gens qui ont des talents absolument incroyables, mais on ne le sait pas au sein de l'hôpital. Alors à ces gens-là, ça leur a fait pas mal de bien quand même, parce qu'ils se sont sentis, voilà, on s'intéresse à eux, alors que sinon c'était des soignants anonymes. Voilà. Le fait qu'on fréquente un établissement hospitalier, par exemple, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on croise des professionnels, mais on ne se connaît pas. Donc là, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, on devrait pouvoir s'appeler par les prénoms. Ah Michel, c'est toi? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Oui, voilà, t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous voyez ce que je veux dire, des rapports beaucoup plus directs. Alors, on a monté une action qui s'appelait Tour Opérateur. Donc, des soignants visitent d'autres soignants. Alors, ça a eu beaucoup de succès et ça intéressait vraiment beaucoup de gens. Et en fait, petit à petit, comme ça, on a fait ce qu'on appelle des actions qui sont faites par des agents pour des agents. Donc, un exemple. Des kinésithérapeutes qui ont dit, nous on voit nos collègues et on voit que, entre guillemets, ils portent lourd. Alors on pense que de bénéficier de massage, ça leur ferait du bien. Alors on a négocié ça avec la direction et puis des kinés de l'hôpital qui massent normalement des patients ont libéré du temps pour pouvoir masser leurs collègues. Alors ça a été très apprécié. Donc pareil en sophrologie, pareil sur l'hypnose, méditation, shiatsu, tai chi, enfin toutes ces activités-là, en fait, vous avez des agents qui sont des experts dans le domaine à titre privé et qui du coup se disent, moi je peux apporter ça. Juste deux derniers exemples très vite. Il y a une action qui a été apportée par un médecin qui s'appelle Jeudi Vert. Donc tous les jeudis, dans tous les selfs du CHU, la clinique centrale donc, propose un plat végétarien. Il est proposé, il n'est pas imposé. Donc il y a des plats avec viande pour les gens qui le souhaitent. Et ça a tellement bien marché que la clinique centrale, ce jour-là, fait un décor particulier. Donc ils sont habillés avec un tablier vert, ils ont des chapeaux verts, et puis il y a des assiettes vertes. Enfin, il y a tout un décorum, si vous voulez, qui va dans ce sens-là, et avec des plats qu'ils créent eux-mêmes, qui sont du coup qui sont très bons et les gens maintenant apprécient beaucoup ça. Et le dernier exemple, et j'aurais fini, avec la situation de crise mondiale qu'on connaît, donc vous savez, l'inflation, les prix qui ont augmenté, il y a des agents qui ont dit il faudrait qu'on puisse faire quelque chose au niveau des vêtements, notamment des vêtements pour enfants, c'est très cher. Et on a des collègues dans les services qui tirent la langue vraiment. C'est compliqué pour eux sur le plan financier. Alors on a fait ces marchés aux vêtements, vous savez, les gratiférias, donc ils se font sur chacun des sites, il y a 3 sites au CHU, et où les soignants amènent des vêtements. Alors ça marche très bien pour les enfants parce qu'il y a des vêtements qui sont très peu utilisés, voire quasiment neufs, et vous avez des agents qui repartent avec des sacs pleins, contents comme tout, parce qu'ils vont pouvoir habiller leurs enfants gratuitement, parce que voilà, c'est juste de
de l'échange et du don. Et de la bienveillance. Et de la bienveillance, voilà. Et alors les actions au sein du CHU de Nice, par exemple, les kinés vont dans les services ou il y a des lieux dédiés? Non, alors ça se fait dans les services, enfin où on trouve aussi des lieux, par exemple, la sophro, ça se fait sur site. Moi j'ai 3 secrétaires qui se sont formés, donc elles vont dans les services. D'accord. Il y a tout un programme d'activité physique aussi avec un coach sportif qui se déplace dans les services. Donc il passe et il fait 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez, d'étirement, d'activités renforçatrices. Et voilà, c'est sur les agents qui sont disponibles à ce moment-là. Bien sûr, il ne faut pas que ça va pas interrompre le service. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc, vous savez, une pause comme ça de 10 minutes dans un service où l'activité est intense, ça vous remet sur pied et vous êtes reparti pour la journée, requinqué, parce que voilà, vous êtes détendu, ça vous a un petit peu... ça a un peu apaisé les tensions que vous pouvez avoir. Donc, voilà. Alors lui, évidemment, il est connu comme le loup blanc, tout le monde le connaît, cet homme. Voilà, donc il passe quelque part, tout le monde l'adore. Ça contribue aussi à ramener de la bienveillance et du sens, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Merci. Catherine? Moi, j'adorerais être avec Tom, mais c'est vrai que j'ai pas la chance d'être à Nice, en tout cas pas tout le temps. Foch aussi, je trouve que vous faites des super initiatives. Voilà, les espaces santé proposés par la Fondation des hôpitaux. Enfin, je trouve qu'il y a énormément d'initiatives pour la santé des soignants, même si elles ne sont pas toujours connues. L'association SPS, elle essaie d'être complémentaire par rapport à tout ce qui est fait dans les initiatives, dans les établissements, ou même chez les libéraux, puisque là, on parle beaucoup effectivement d'hospitaliers, mais il y a aussi tous les libéraux. Et moi, pour Nathalie, vous nous avez demandé une action effectivement qui pourrait être effectivement impactante. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre tous votre portable, en fait, et de télécharger une application qui s'appelle ASSO SPS. Donc je vous demande de le faire maintenant parce que si c'est pas pour vous, ça peut être pour votre collègue. Et vous allez sur votre smartphone, c'est gratuit. Et sur cette application, vous allez avoir 2 cadres. Le premier cadre, c'est j'ai besoin d'être soutenu, écouté. Vous allez taper dessus. Et là, vous allez avoir accès à plus de 120 psychologues qui sont en fait accessibles jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 100% de décrochés. Ce sont des psychologues qui sont formés au post-traumatique et à la prévention du suicide et qui vous répondent aux soignants. Donc vous pouvez être potentiellement bénéficiaire de cette plateforme et vous allez pouvoir accéder gratuitement à un psychologue qui vous écoute jour et nuit avec 100% de décrochés. Donc ça, effectivement, c'est quand même assez génial. Si ce n'est pas pour vous, ça peut aider un collègue. Voilà, c'est via cette application, aussi via un numéro vert qui est le 0805 23 23 36. L'avantage de l'application, c'est que vous choisissez votre psychologue. Et là, si vous regardez, par exemple, j'en ai un, Mylène, qui est en consultation avec un soignant à l'instant où je vous parle. Et il y en a 7 ou 8 qui sont disponibles, dont Vanina, Alexandra, Céline, Benaz, Sabrina et Jade. Et vous avez en orange les personnes qui sont en consultation en ce moment même avec des soignants. Donc ça, c'est un vrai service, effectivement, que l'association a mis en place depuis 2016. C'est 40 000 appels quasiment depuis 9 ans, avec effectivement toutes les régions et tous les profils des soignants qui peuvent nous appeler. C'est entre 15 et 20 appels par jour. Tout le monde ne nous connaît pas, mais en tout cas, maintenant, vous avez la chance de nous connaître et de pouvoir effectivement bénéficier de ce service, soit via l'application, soit via, en tout cas, le numéro vert. Et si vous regardez dans le deuxième cadre de l'application, c'est « Je découvre les ressources de prévention ». Donc non seulement on a l'accompagnement avec cette plateforme, mais aussi on peut proposer des ateliers qui s'appellent les IJAD. Et là, par exemple, ce soir, si vous avez encore un peu d'énergie, vous pouvez vous inscrire à un atelier sur l'alimentation santé, une alimentation plaisir tout simplement. À 19h, vous inscrivez, vous recevez un lien Zoom sur votre boîte mail et vous pouvez participer tous les mardis et jeudis de 19h à 20h à ces ateliers qui sont en tout cas professionnalisés par des professionnels de santé experts et qui sont notés à la fin de l'atelier. Chaque participant note son intervenant et en dessous de 92% de taux de satisfaction, je ne reprends pas l'intervenant. Donc c'est assez excellent dans l'approche. Donc oui, c'est assez rigoureux, c'est assez excellent. C'est ce sur quoi, voilà. Et puis la dernière ressource qui est aussi sur l'application, c'est pour ça que c'est une petite boîte à outils magique. Vous avez les fiches pratiques, il y en a 9.
C'est des fiches qui sont recto verso sur le bien manger, bien bouger, bien dormir. Et ça permet en 2 pages d'avoir les fondamentaux. Et évidemment, cette application est également destinée à tous les étudiants en santé. Donc voilà, c'est très pratique, c'est accessible jour et nuit, 24 heures sur 24. Et on a aussi des appels beaucoup la nuit, puisque 30% de nos appels sont la nuit. C'est pour ça que je dis que c'est un service très complémentaire par rapport à toutes les initiatives qui sont déjà développées en France. Et puis tout ça sera bientôt rassemblé dans une maison des soignants virtuelle qui pourront être complémentaires. Tous ces services vont être rassemblés pour être complémentaires par rapport à tous les services qui sont développés en France. Merci. Donc on voit bien qu'il y a plein d'activités. Oui, on peut applaudir. Oui, vous avez raison. On peut applaudir. Parce qu'on sait nous dire quand c'est pas bien, alors il faut qu'on nous dise quand c'est bien aussi, ça contribue à ce qu'on aille mieux. On voit bien qu'il y a des activités qui peuvent être d'un prisme personnel, après des activités qui vont être plus dans une préoccupation RH, on va dire, managériale, préventive. Comment les soignants participent en fait, voilà, moi je suis pas bien, qu'est-ce que je peux faire ? Donc là, je change de casquette. Ouais. Je rebascule sur le service de santé au travail et on a de la chance d'avoir une psychologue du travail et des organisations dans notre service. Donc je réitère, elle a une double casquette. Bon, pour le coup, directrice du centre, c'est pas compliqué, elle est à l'initiative du projet. Donc je la mets en valeur aujourd'hui, mais franchement, elle a tout le mérite. Quand les professionnels de santé vont pas bien, on a différentes possibilités de le voir. Soit ils se présentent directement dans nos structures et à ce moment-là, on les reçoit. On a des consultations d'urgence, que ce soit avec la psychologue du travail des organisations, le médecin du travail. Les infirmières font aussi beaucoup dans les services de santé au travail. Elles sont accessibles aujourd'hui et ça peut être une première écoute importante. Et on a aussi la possibilité de le voir quand on se déplace dans les services. Et c'est ce qu'on fait, Sabrine le fait. On va à la rencontre des salariés. Elle a des bonbons dans les poches, donc elle en distribue. C'est toujours sympa, les bonbons, ça permet d'avoir une interaction. Et puis, ça permet d'introduire un petit peu l'échange, de voir comment ça se passe. On l'a beaucoup fait pendant le Covid, on continue encore de le faire aujourd'hui. Et c'est un premier contact parce qu'on ne choisit pas son service de santé au travail. Ce n'est pas forcément évident de savoir à qui on va pouvoir se livrer dans un environnement qui reste en toute confidentialité. Et la confidentialité est aussi importante parce que quand vous recevez quelqu'un qui ne vous a pas choisi, il faut qu'il vous fasse confiance, il faut que ce premier échange soit productif et surtout quand par la suite vous continuez de l'accompagner dans différentes démarches, arrêt de travail, pas arrêt de travail, orientation à l'extérieur, il faut qu'ensuite ils sentent ce lien, ce binôme qui se crée pour ensuite pouvoir avoir confiance en vous dans l'accompagnement que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est l'axe santé. Ensuite, on a un autre axe d'échange, bien évidemment, avec les directions, avec les cadres de santé. Quand on a une problématique au sein d'un service, la psychologue du travail des organisations intervient directement sur du collectif. Elle peut faire des médiations, elle fait des supervisions. Donc ça, il faut bien connaître le terrain. Donc l'hôpital, nous, on le connaît bien, on le pratique depuis longtemps aujourd'hui. Et c'est cette connaissance du terrain qui va vous permettre de proposer des solutions. Et les solutions, vous les proposez jamais seules. Elles ne sortent pas du chapeau d'un livre, ce n'est pas de la théorie. C'est aussi beaucoup de solutions pratiques qui émergent du terrain et qui ensuite sont proposées en matière d'accompagnement. Et bien sûr que les direction des soins d'infirmiers, direction générale sont des relais importants parce que ce sont grâce à eux que vous allez pouvoir faire un petit peu bouger vos lignes pour faire en sorte que cette activité professionnelle au quotidien soit quelque chose dans laquelle vous vous épanouissez. Sabrine et moi, on le dit au quotidien dans nos consultations. Quand vous vous levez le matin, il faut que vous soyez fiers de ce que vous faites et que vous soyez content d'aller travailler. Si un jour vous commencez à vous poser la question, il faut vraiment vous interroger et aller discuter avec des personnes qui vont pouvoir voir avec vous quelle est la problématique. Mais c'est un lien essentiel. On passe beaucoup de temps au travail. Aujourd'hui, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. C'est vraiment important que ce travail soit épanouissant. La politique QVTC aujourd'hui est importante. Les politiques RSE, etc. l'ont intégrée. C'est bien, mais il faut qu'elle soit mise en application et qu'elle fonctionne. Merci. Oui, tout à l'heure, Catherine disait, en fait, on a cette souffrance psychologique qui peut être parfois très importante et on ne sait pas trop comment la gérer. On s'inhibe même parfois parce que, moi je sais que je suis une vieille infirmière, mais on nous a formés en disant vous êtes des soldats, vous ne sombrerez pas, vous n'avez pas le droit de sombrer, etc., etc. Et au bout d'un moment, effectivement, les soldats sont des hommes ou des femmes, avec un grand H des hommes.
Et c'est compliqué parfois de se dire, ouais, vers qui je me tourne, qu'est-ce que vont dire mes collègues, comment je vais faire parce que m'arrêter, ça va mettre aussi mon équipe dans la panade. Donc c'est important, comme vous disiez, que les directions des soins, en ce qui concerne les paramédicaux, prennent conscience de tout ce dispositif qui existe. Et moi, je trouve intéressant qu'un établissement, déjà, on parlait tout à l'heure d'attractivité, un établissement qui prend conscience de ça, effectivement, il gagne des points parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on ne peut plus faire l'impasse sur la santé des soignants. C'est plus possible. Tout le monde en parle. On voit bien que ça se démocratise et que c'est important, ne serait-ce que d'avoir aussi au sein de la Fondation, d'avoir des activités et des actions envers les établissements. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que sont mises en place les activités de soins, par exemple, sur les troubles musculo-squelettiques, sur les difficultés psychologiques dans les établissements que vous parrainez ? Alors, peut-être juste, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que, notamment par cette mesure d'impact, c'est venu effectivement interroger toute la politique managériale de l'établissement. C'est-à-dire que, alors, c'est très rare, mais si l'établissement, la direction met en place cet espace soignant pour faire bien, l'espace ne marchera pas. Il sera ni visité, il n'y aura pas d'activité. On aura peut-être financé la première année d'activité, mais ça n'aura pas été pérennisé derrière. Et donc, on voit qu'en fait, ces espaces soignants, ils viennent percuter l'organisation du travail, les conditions de travail. Est-ce qu'on autorise ou pas d'aller dans cet espace sur le temps de travail ou bien en dehors du temps de travail? Donc, du coup, qu'est-ce que ça vient interroger comme pratique managériale, à la fois au niveau de la direction générale, mais aussi sur toute la ligne hiérarchique? Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on essaye aussi un petit peu de porter pour aller bousculer aussi les directions d'hôpital pour qu'elles s'interrogent quand même sur ce qu'elles demandent aussi à leurs soignants. Après, nous, sur ce qu'on finance comme activité, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que les activités et les espaces qui fonctionnent sont ceux qui ont été inventés et conçus par les équipes. C'est-à-dire qu'un directeur qui nous dit « je vais mettre des massages », je dis ça au hasard, mais qu'en fait, ce n'est pas du tout ça dont a besoin l'équipe, et l'équipe aurait voulu mettre de la sophrologie, eh bien, le massage ne fonctionnera pas. Les espaces qui fonctionnent le mieux sont ceux sur lesquels il y a une vraie appropriation par les équipes. Et ensuite, il y a des activités vraiment, mais alors diverses. L'enjeu, après, pour la direction, là je parle de la direction, c'est comment on le pérennise. Parce que nous, on va financer la première année, mais comment en fait, soit une somme d'argent va être mobilisée pour la pérenniser, soit effectivement peut-être des relais par des collègues qui ont cette spécialité, cette expertise, etc. Donc là, ce qu'on essaye de faire, parce que ce programme, il est encore tout jeune, il n'a que 4 ans, on va initier des webinaires avec justement des espaces soignants qui ont le plus d'expérience pour pouvoir donner des solutions de pérennisation d'activités. Donc ça va avoir lieu avant l'été. Donc c'est bien, ça descend comme ça. Et maintenant, professeur Pradier, vous allez nous dire comment ça remonte alors. Alors oui, je vais vous dire comment on essaie de faire remonter. Mais juste avant, bien repréciser quelque chose qui est très important pour ce groupe promotion de la santé, vous voyez. Donc toutes les catégories professionnelles sont représentées. Il faut que quand on débute une action comme ça soit piloté par une équipe plutôt neutre. Vous voyez. C'est parce que si c'est la DRH qui le fait, si c'est un chef de service, bon, il y a des agents qui peuvent se méfier, on va dire. Et donc, si on peut trouver quelqu'un qui a plus une position de neutralité, c'est peut-être bien pour justement que la confiance puisse s'établir. La deuxième chose, c'est que c'est un groupe ouvert, mais totalement ouvert. Ça vient qui veut. Et les gens qui viennent ne sont pas obligés de revenir. Voilà, ils reviennent s'ils veulent. Donc, ce ne sont pas des ambassadeurs, vous voyez, des gens nommés qu'on a identifiés. On dit, toi, tu vas aller dans la réunion, puis après, tu feras le relais auprès de tes collègues. C'est complètement ouvert. Et le troisième point, c'est que quand quelqu'un propose une action, il y a jamais « Ah ben non, ça, c'est pas possible ». Ou ça, ici, non, ça marchera jamais. Ou la direction ne l'acceptera jamais. Vous voyez, ce genre de choses où, à partir du moment où la personne a fait l'effort de venir et a proposé son idée, parce qu'il dit, bon, moi, j'ai peut-être une idée qui va vous paraître idiote, bon, voilà. Je dis, allez-y. Bon, si on faisait un découvre mon métier, ben, voilà une bonne idée. Alors, on va voir comment on peut le faire. Puis on l'a fait.
Et ça a marché. Alors, vous voyez, Ça donc, donne du sens, voilà, ouais. c'est très important de ne pas invalider comme ça les gens sur des idées, parce qu'ils ont fait des efforts pour venir. Ils ont réfléchi à ça peut-être depuis un bon bout de temps. Puis là, ils se lancent. Puis alors, si on leur dit, ah, mais ça, non. Non, ça, on oublie, par exemple. Là, vous voyez, Ouais. genre de, ça, on oublie tout de suite. Ah, ça va, c'est pas bon. Ça casse Voilà, la donc, motivation. Voilà, donc après, effectivement, vous avez des actions qu'on peut organiser nous-mêmes entre agents. Donc c'est ce que j'appelle les actions faites par les agents pour les agents. Là, il y a besoin de personnes quasiment. Bien sûr, la DRH, la QVCT, la médecine du travail sont partie prenante, hein, évidemment, de cette affaire-là. Mais après, voilà, il y a des actions qui sont proposées qui demandent des arbitrages à un niveau plus stratégique, donc plus haut dans la hiérarchie. Donc par exemple, hein, des agents qui ont dit, mais nous, on a des collègues qui sont handicapés. Et quand on va au parking, ils ne peuvent pas se garer parce que les places sont prises par des personnes qui ne sont pas handicapées. Alors comment on peut résoudre ça? Alors là, il faut que ça monte voilà, au niveau de la DG et tout ça. C'était la même, il y a eu le même problème sur les gens qui veulent venir en vélo. Je veux venir travailler en vélo, mais je ne peux pas garer mon vélo, vous voyez. Donc je le mets à la grille, je me fais engueuler par la sécurité. Et donc, voilà, comment je fais? Alors là, c'est pareil, il y a des gens qui vont venir dire, mais on sait où, au niveau du parking, on peut installer un garage à vélo sécurisé. Voilà, oui, donc, il y a cette histoire, si vous voulez, de ce qu'on appelle vous voyez, l'espace, le groupe promotion de la santé, c'est un espace émergent, en fait. Hein, donc, des idées émergent de la base. Elles remontent après pour être normalement validées par une instance de décision, donc, par des directeurs, normalement. Et puis les directeurs et la DRH ont aussi des commandes qui sont institutionnelles, on va dire. Et donc là, peuvent les proposer aussi comme ça, de façon descendante. Et c'est ce double mouvement, montant et ascendant, qui est intéressant à mettre en œuvre. Pas facile à faire dans un système qui fonctionne normalement complètement. J'allais dire, ça marche bien quand ça descend. C'est compliqué. C'est plus compliqué, ouais, bien sûr, c'est évident. Ça reste compliqué. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que le modèle est pyramidal et hiérarchique. Bah oui. Et ça pour tout l'hôpital, dans tous les corps. Hein. Et nous, on arrive là avec un modèle qui est situé complètement à l'opposé, c'est-à-dire qu'il, lui, était émergent. Il part de la base. Alors, voilà. Ce qui serait peut-être une idée pour réorganiser l'hôpital à un moment donné? Il y a des choses qui se font, hein. Il y a des tentatives qui se font justement de déstructurer un peu cette pyramide. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Mais moi, je crois beaucoup que ce sont les agents qui ont la clé quand même. Bien sûr, bien sûr. Alors, on disait tout à l'heure dans la conférence précédente qu'en fait, certains agents n'osent pas. Parce que certains agents ont peur effectivement de oui, ma collègue elle va savoir, oui, la médecine du travail de mon établissement, de toute façon ils sont partie prenante avec la direction, on entend ça hein, souvent. Et donc alors après, donc il y a toutes les propositions que vous avez faites. Et puis Catherine, à ce moment-là, est-ce que vous recevez plutôt des agents qui viennent parce qu'ils ne trouvent pas de solution dans leurs établissements, ou il y a aussi des personnes qui viennent alors qu'ils ont des solutions dans leurs établissements? J'ai envie de dire, on a tout type de profil. Pour répondre à votre question, je pense qu'il faut oser et ne pas rester seul. Ça, c'est la première chose. Et on nous appelle justement parce que c'est anonyme et confidentiel. Et c'est très complémentaire par rapport à des solutions qu'on peut trouver dans les établissements ou même auprès de ses collègues. Donc la première chose, c'est ne pas rester seul. Je vais vous donner peut-être l'exemple d'un parcours d'une infirmière, 43 ans, monoparentale, 2 enfants, 2 heures de trajet, et qui va un jour appeler la plateforme parce que son chef ne lui a pas dit bonjour le matin. En soi, c'est pas si grave que ça. Donc elle appelle la plateforme plutôt à 5 heures du matin parce que le restant de la journée, elle est plutôt occupée. Mais par contre, elle vient de se réveiller à 5 heures du matin, elle a un coup de stress, elle appelle la plateforme. Elle tombe évidemment sur quelqu'un. Elle dit, moi je vais pas bien. Et le travail du psychologue, qui dure en général une demi-heure, va consister à mesurer pourquoi elle va pas bien. C'est pas parce que juste son chef lui a pas dit bonjour ce matin, c'est parce que il y a 3 mois, elle s'est fait violer par son chef de service. Et ça, effectivement, c'est le rôle des psychologues de pouvoir derrière grader les appels, de les réorienter. Donc on grade les appels de 0 à 5. On les réoriente vers un réseau national du risque psychosocial qui est médicalisé, voire même on hospitalise d'urgence. Donc ce réseau médicalisé vraiment prend en charge
peut-être les souffrances les plus banales, parce que juste comme on nous dit des fois, ça m'a permis de passer un cap, j'ai discuté avec le psychologue, j'ai une situation difficile, ou au contraire de prendre en charge des situations beaucoup plus compliquées, où elle a honte d'aller déclarer à son médecin du travail qu'elle s'est fait violer et qu'elle préfère nous appeler, être prise en charge, même dans une ville annexe, parce qu'elle n'a pas envie d'être reconnue. Donc c'est pour ça que l'association existe. C'est vraiment pour désanonymiser tous les appels et ne plus rendre le sujet tabou et oser appeler et ne pas justement laisser la personne seule et pouvoir appeler aussi la nuit. Voilà, derrière tout ça, évidemment, il y a des facteurs de prévention, de dire comment je vais pouvoir m'en sortir, comment je vais aller mieux demain. Donc il y a derrière l'association plein d'autres services. On a un réseau de post-burnout avec qui on travaille, que ce soit en présentiel ou en visio. On a des groupes de parole qu'on présente tous les mois, qui peuvent être tous les mois, mais qu'on met aussi sur mesure par rapport à des établissements ou des libéraux qui nous posent la question avec des experts dans ce domaine. On a une équipe de bénévoles de 60 personnes sur le terrain qui se déplace et qui va voir in situ ce qui se passe sur le terrain, qui répond aussi à des colloques, qui répond à des conférences. Et je salue ces bénévoles qui sont tous des professionnels de santé et qui sont engagés dans l'association pour accompagner d'autres professionnels de santé. Mais aussi, on a des services qui proposent des auto-évaluations pour dire non, j'ai pas envie d'aller voir mon médecin parce qu'il va me déceler un manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, mais je vais m'auto-tester, m'auto-évaluer. Et là, je vais me rendre compte que finalement, je fais plus d'activité physique. On sait par exemple que les étudiants en santé infirmiers, à 50%, ne font plus d'activité physique, ont des problèmes de sommeil, se sentent isolés et travaillent pour un tiers pour des conditions de précarité. Donc ceux-là, voilà, on essaie de les récupérer. Alors on n'est pas des sauveurs, on n'a pas de baguette magique, mais aussi on essaie de les remettre dans des ateliers de prévention, mais toujours d'essayer de se coordonner avec les établissements pour renvoyer aussi les personnes qui nous appellent vers leur médecine du travail, leur médecine universitaire, vers des établissements, pour essayer aussi de remettre les personnes dans un système dans lequel, en proximité aussi, pourront être aidées. C'est pour ça aussi que notre réseau national est de proximité, parce que ça permet de les accompagner un peu plus au quotidien. Donc c'est tout ça qu'on fait. On n'a pas de baguette magique, en même temps on a une boîte à outils qui permet à chacun d'aller piocher là où il a envie, d'appeler, de participer à des ateliers, de faire des formations, de faire de l'auto-évaluation, d'être dans des groupes de parole. Nous, on réoriente aussi vers d'autres associations pour travailler ensemble et dire que finalement que les initiatives, elles sont toutes bonnes, mais il faut les faire connaître. Et on est aussi au niveau de l'association un peu un réceptacle pour essayer de réorienter, pour ne plus jamais laisser une personne seule, et aussi, malheureusement, pour accompagner des gestions de crise et d'essayer de les aider au maximum pour leur donner des services d'accompagnement. Merci. On voit bien d'ailleurs depuis la crise Covid qu'il y a eu vraiment un impact majeur sur les soignants. On parlait des étudiants infirmiers. Est-ce que vous avez aussi des démarches d'accompagnement en lien avec la prévention auprès des étudiants infirmiers dans vos établissements ? Alors, pas que les étudiants infirmiers, les étudiants tout confondus. Donc, à Foch, on a un IFSI. Donc, oui, sur les écoles sages-femmes aussi. Les étudiants aides-soignants, kinés, étudiants en médecine. En fait, tous ces étudiants qui aujourd'hui découvrent leur futur univers professionnel. Oui, on a une attention particulière. Sabrine et moi, on reçoit en consultation ces jeunes qui sont là en observation, en stage, quelques semaines, quelques mois. La conduite à tenir est la même. À partir du moment où on a cette attention vers l'autre, parce qu'on a choisi tous ce métier aujourd'hui qui est un métier très empathique, très, très tourné vers l'autre, on est tous très altruistes et il ne faut pas s'oublier dans l'intervalle, la conduite à tenir est la même. Et c'est vrai que les étudiants sont probablement un peu plus désarmés et perdus parce qu'ils ont moins de recul, moins d'expérience, moins de repères dans ce milieu professionnel qui peut être compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à la base de cette confiance et de cette communication. Nous, on la pratique depuis des années aujourd'hui. Moi, je suis médecin du travail depuis plus de 20 ans. Sabrine a quasiment 10 ans d'expérience sur le côté psychologie du travail et des organes. J'insiste sur le thème psychologue du travail et des organisations. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un vrai métier. Et c'est ce métier du terrain et de la connaissance particulière du monde du travail qui fait que
on va pouvoir orienter ces jeunes aujourd'hui, les prendre en charge, les accompagner et en fonction de la problématique qui va être identifiée, pouvoir les conseiller au mieux. Un étudiant qui vient nous voir, c'est pas forcément un arrêt de travail, loin de là, ce sont des conseils au quotidien et des conseils qui peuvent être donnés aussi bien pour son environnement personnel, parce qu'il n'y a pas de séparation, hein. Vous savez très bien que entre le milieu personnel et le milieu professionnel, même si on aimerait, en entrant dans une société, mettre ses problèmes perso de côté, forcément, il y a un impact. Donc ça, c'est pris en considération et c'est pris en considération de manière globale. Mais l'accompagnement, pour nous, est le même. Merci. Pour la Fondation, est-ce qu'il y a des activités qui sont mises en place pour les étudiants? Spécifiquement pour les étudiants, non. On est vraiment sur nous, les professionnels au global. Voilà. Professeur. Alors, nous, on a transposé le modèle que j'ai présenté, le groupe promotion de la santé à l'hôpital, à la faculté de médecine. Enfin, on a fait une tentative. Bien sûr. Et il y a vraiment des besoins qui sont vraiment très importants parce que, comme ça a été dit dans la conférence précédente, il y a beaucoup de souffrance parmi les étudiants en médecine. Et je pense que c'est vrai aussi. Après, Oui, pour c'est les valable autres, aussi pour les étudiants pour infirmiers, les je autres. confirme. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'est arrivé le Covid. Alors après, ça a compliqué les réunions, vous voyez, toutes les activités qu'on essayait de mettre en place. Et donc, il faudrait qu'on le relance. Par ailleurs, là, on a aussi lancé une expérimentation pour introduire la formation aux compétences psychosociales dans le cursus des soignants. Donc là, ça se passe sur les écoles d'infirmières à titre expérimental, avec celle du CHU pour l'instant. Donc on va commencer là, donc on est en négociation pour essayer de trouver le créneau pour permettre aux étudiants de bénéficier donc d'une vraie formation et d'avoir aussi un environnement qui soit complètement en phase avec la notion de compétences psychosociales. Donc vous connaissez, hein, qui permet aux agents, aux personnes, d'avoir des habiletés pour gérer, des capacités à gérer le stress, la communication, savoir s'adapter, etc. Alors ce sont des choses qu'en médecine, on enseigne, notamment en prévention, à la population, dans le cadre de programmes d'éducation pour la santé, mais jamais chez les professionnels de santé eux-mêmes. Donc là, c'est intéressant de leur dire, voilà, très tôt dans la formation, vous êtes formés à ça, et ça va vous permettre après de gérer peut-être mieux des situations, pas de dysfonctionnement d'équipe, hein, mais plus de, comme on disait tout à l'heure, là on parlait de traumatisme vicariant, et vous voyez le traumatisme émotionnel, l'agressivité qu'il peut y avoir dans certains rapports soignants-soignés, et de verbaliser les émotions, verbaliser les émotions, l'estime de soi, vous voyez, et donc là c'est très intéressant parce que du coup on a des professionnels qui sont armés, on va dire, non seulement pour faire face au stress qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leur métier, mais aussi pour établir des bonnes relations d'équipe. Et on a parlé d'équipe tout à l'heure en disant l'équipe, une équipe, quand elle fonctionne, elle n'a pas de limite dans ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est vraiment intéressant. Catherine ? Oui, alors pour revenir sur les étudiants, nous on a un tiers de nos appels qui sont des étudiants. Donc la confidentialité est d'autant plus importante qu'un professionnel de santé par rapport à leur évolution aussi dans leur stage. Ils n'osent pas du tout en parler. Et le fait d'avoir une plateforme, ils sont venus nous chercher, nous, pour répondre à leurs appels et à leur détresse. Donc pour nous, c'est une cible qui est vraiment très importante par rapport à ce qu'on peut leur apporter. Bon, en plus, c'est gratuit. Certes, il y a Mon Soutien Psy maintenant qui existe, dont on a été initiateur, hein, mais derrière, en plus, on prend en charge les 2 premières consultations, comme Mon Soutien Psy également. Mais voilà, encore une fois, c'est très complémentaire et c'est hyper facile. Mon Soutien Psy, il faut aller sur la plateforme, etc. Là, vous avez vu, l'application, elle est très facile à télécharger. Vous appuyez sur un bouton, vous tombez sur une psychologue qui est là. Et je répète, nos psychologues sont formés au post-trauma et à prévention de suicide, sont tous des cliniciens et ils ont une double formation en psychopathologie du travail. Donc ils sont aussi, c'est pas des bénévoles, hein, ils sont formés, ils sont rémunérés par l'association qui nous-mêmes sommes aidés par les pouvoirs publics et d'autres subventions privées. Mais c'est vraiment hyper professionnel dans l'approche pour pouvoir les accompagner parce que là on a aussi des cas très traumatisants et aussi des idées suicidaires. Merci. La précarité aussi, hein, qui est très importante chez les étudiants, ça, il ne faut pas l'oublier. On arrive presque au bout. Je vais prendre des questions si vous en avez dans le public. Moi en fait, quand professeur, vous dites qu'il faut que ça vienne des soignants,
les solutions viennent des soignants. Ben moi, j'en ai une. En tant qu'infirmière, c'est d'avoir des règles sur le nombre de patients qu'on a en charge. Parce qu'on aura beau faire des QVT, on aura beau faire plein de choses, mais si on a, moi je dirais, on aurait 8 patients par infirmier, ça serait super. C'est dans les papiers de nos gouvernements. Oui, mais bon, elle est là. Moi, je veux dire, si j'allais travailler en me disant j'ai 8 patients au lieu d'en avoir 17, elle est là. J'aurais pas la souffrance au travail. On aurait le sourire avec les collègues. Pour moi, la base, elle est là. Comme les internes pour le repos compensateur, parce qu'ils font leur journée, une nuit de garde, ils rattaquent la journée, des trucs de dingue, quoi. Donc, pour moi, elle est là la solution. En tout cas, c'est une piste. Ce n'est peut-être pas que la solution, mais ça peut être une piste, oui. Moi, ma question, elle s'adresse, si vous me le permettez, au professeur Pradier. Ainsi, vous avez dit que vous privilégiez l'information ascendante, donc que les équipes pilotent les projets. Si je ne me trompe pas, ma question est la suivante. Comment faites-vous pour les motiver? Pour motiver qui là? Les équipes, comment vous faites pour motiver les équipes? équipes à moi? Oui. Ah ben, écoute, l'équipe de terrain. En fait, on n'a pas besoin de motiver. En fait, les gens viennent avec des propositions, des idées. Et ensuite, nous, au niveau du département de santé publique, on aide, on apporte un soutien pour la mise en œuvre des actions. En fait. Et voilà, les actions se font parce que les gens ont envie qu'elles se fassent. En fait, quand on est dans un établissement qui laisse la place, qui donne la place aux soignants, en fait, en général, en tant que soignant, on a souvent des idées, on a envie de faire. Et quand on a quelqu'un en face de nous qui est partie prenante comme ça et qui dit « ouais, alors on se met autour de la table, on écoute, on y va, on vas-y », en fait, c'est votre concept de motivation qui est super mis en valeur et il n'y a pas de problème. En général, les professionnels de santé, on est force de proposition. C'est quand on est face à un établissement qui ne nous laisse pas la place que là, effectivement, on va plutôt se réfréner. Mais quand on est face à une équipe de direction ou même une équipe de médecins ou qui va nous dire, ou une équipe de soins, tout simplement, avec nos cadres, qui nous dit allez, on se met autour de la table, on va travailler sur ça. Qu'est-ce que vous proposez, vous? En général, un infirmier, une aide-soignante, un kiné, un brancardier, on a toujours des idées. Toujours. Parce qu'en fait, c'est le sens, enfin, c'est le concept de reconnaissance sociale qui est très important dans notre profession. C'est le concept de motivation et de désir. Et à partir du moment où on a une équipe qui nous dirige et qui va mettre ça en avant, on est dans le sens de la pratique, on est dans la reconnaissance. Et j'allais vous dire, madame, j'en conviens, moi je suis une ancienne infirmière de bloc opératoire, de réanimation et d'urgence. C'est pas tant la quantité, je suis d'accord avec vous, c'est la quantité, mais c'est aussi la reconnaissance et le sens et de vous dire tous les jours que ce que vous faites, c'est le plus beau métier du monde et que c'est vachement bien. Et vous pourrez en avoir 17, vous pourrez en avoir 20, vous pourrez en avoir 5. Vous irez quand même au combat parce que quand on vous dit que c'est bien, eh ben ça fait du bien et là, on y va. C'est ça qui manque en fait aujourd'hui aux gens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que c'était passionnant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous.